Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 47e épisode des rencontres de Trainingio. Je suis Ziad, membre de l'équipe et je suis chargé d'animer ces webinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le format, chaque semaine, on invite un professionnel ou une entreprise des secteurs du conseil en stratégie ou de la corporate finance pour soit présenter l'entreprise ou le secteur, ou soit comme ce cas-là, corriger une étude de cas qui est tombée en entretien. Et aujourd'hui, je suis ravi d'animer ce webinaire avec Feriel Ferhat, qui est ex-consultante du BCG et qui va corriger un cas d'entretien. Le thème, c'est le pricing, un cas pricing d'entretien. Voilà. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, Trainingio est une plateforme de préparation aux entretiens qui a été cofondée par deux ex-Lazare qui ont décelé ce décalage entre les cours à l'école et les entretiens techniques. Il y avait un décalage entre ce que les étudiants apprenaient à l'école et concrètement ce que les consultants s'attendaient lors des passages des entretiens. Alors, ils ont décidé de créer cette plateforme pour corriger ce problème-là. Notre mission chez Trainio n'est pas en fait de remplacer vos cours à l'école, mais de les compléter avec du contenu qui vise exactement ce qui est demandé en entretien. Voilà quelques petits chiffres sur TrainingView. Depuis le lancement, TrainingView a formé plus de 6000 étudiants. La majorité de nos étudiants ont suivi nos packs en ligne. Nous avons des partenariats avec des écoles, des associations et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises des secteurs du conseil en stratégie ou de la corporate finance. Et sur cette slide-là, vous avez quelques exemples de cabinets de conseil en stratégie où nos anciens ont trouvé leur stage au premier CDI. Voilà. Euh, Avant de commencer, je vous invite à participer, si vous voulez, pendant l'étude de cas. Vous pouvez soit participer en levant la main et à ce moment-là, je vous donnerai la parole, ou sinon sur le chat. Voilà, l'objectif est que vous participiez, que vous essayez de challenger vos solutions avec celles de Feriel et voir si celles-ci passent ou pas. Voilà. Feriel, je te donne la main, je te laisse commencer. Merci, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Ziad, on va faire une étude de cas pricing ensemble et c'est interactif en effet. Donc, on peut lever la main, participer sur le chat et c'est assez important qu'on puisse interagir au fur et à mesure du cas. Il y a plusieurs moments où ça va être pertinent que certains proposent leur structure, leur réponse pour qu'on voit en fait et qu'on puisse se challenger entre nous. Alors, l'étude de cas, on va démarrer tout de suite. Je vais vous la donner en vous donnant l'énoncé du cas et la problématique qui est soulevée par le client. Et ensuite, on pourra passer à l'étape de reformulation du cas et de questions clarificatrices qui sont les premières étapes lorsque vous avez un énoncé qui est donné par l'intervieweur. Donc, le cas aujourd'hui, ça concerne donc un client qui est un fournisseur d'électricité en France. Si on prend l'exemple de Direct Energy qui est devenu Total Energy, c'est vraiment similaire. Et l'entreprise donc fournit l'électricité aux Français et vient de mettre en place un tout nouveau produit qui s'appelle la Smart Box, qui permettra aux consommateurs de réduire leur consommation d'électricité de 30%. Et donc, le client aimerait avoir notre aide pour déterminer le prix de ce nouveau produit, de cette nouvelle Smart Box, et pour comprendre un peu son niveau de profitabilité à horizon 2 ans. Donc, il y a deux questions qui sont posées par le client, qui est le fournisseur d'électricité. Donc, la reformulation, qui est donc la première étape, une fois que vous avez l'énoncé, je vais la faire, c'est assez rapide. L'idée, c'est d'être assez synthétique et d'être sûr d'avoir bien compris à la fois le secteur d'activité, la problématique du client, l'objectif que le client souhaite réaliser. Donc là, on va juste répéter en synthétisant. Donc, on parle de quel client? Là, on parle d'un fournisseur d'électricité.
Sa problématique, en fait, elle est liée au fait qu'il vient de lancer un nouveau produit et qu'il cherche à déterminer sa stratégie de prix et évidemment d'évaluer sa profitabilité à horizon de 2 ans, donc 2 ans après commercialisation. Donc, c'est très important de bien reformuler pour être sûr qu'on a bien tout en tête et qu'on a bien la bonne problématique ou les bonnes problématiques en tête. Et ensuite, ce sont les questions clarificatrices qui viennent. Là, je vais peut-être vous laisser un peu réfléchir à des questions que vous aimeriez clarifier avant de vous lancer dans la structure du cas. Donc, généralement, vous posez 3, 4 questions. Et ensuite, vous prenez 30 secondes, 1 minute pour pouvoir structurer une réponse avant de proposer la structure. Donc, c'est bien de se poser après les questions clarificatrices pour vraiment se dire quelle est la structure que j'aimerais adopter pour bien répondre au problème qui a été posé. Donc, si vous voulez écrire sur le Q&A ou lever la main, si vous avez des questions que vous aimeriez poser à ce stade. Je vais attendre un peu. Si vous n'avez pas de questions, on va dérouler les questions que nous, on a proposées. Mais n'hésitez pas, hein, ça peut être de tout ordre. En fait, les questions, il y a différents niveaux de questions. Si vous voulez un peu, vous aussi, avoir une structure des types de questions que vous aimeriez avoir. Ça dépend évidemment du cas, mais généralement, vous pouvez clarifier le produit, clarifier l'objectif, clarifier le scope, clarifier la géographie, par exemple. Donc ça, c'est un peu les éléments que vous pouvez clarifier. Clarifier la cible aussi. Donc ça dépend évidemment du cas, mais c'est un peu Vous pouvez aussi vous structurer vos types de questions clarificatrices. Comme ça, quand vous arrivez en cas, vous avez un peu les éléments que vous aimeriez clarifier. J'ai l'impression qu'on a des questions. Si j'ai quelques questions, je commence par la première. Le client a-t-il un objectif chiffré en termes de profitabilité? Alors, il aimerait être profitable déjà, et ensuite, on sait que c'est un objectif post-commercialisation, 2 ans post-commercialisation, et ensuite, juste savoir quel est le niveau de profitabilité qu'il peut avoir, qui va évidemment dépendre du prix fixé. Donc, non, on n'a pas d'objectif qui a été formulé. C'est vraiment une métrique qu'il a envie d'avoir de notre part. Quelles sont les caractéristiques du nouveau produit? Alors, c'est-à-dire, en termes à quel niveau les caractéristiques? Et on parle de quoi en termes de projet? Du produit, c'est ça? C'est Oui, produit ou projet? produit, pardon. Ah, pardon. Bah, ce qu'on sait, c'est que c'est une box qui va être installée en une fois chez le client. Et cette box va permettre ensuite, grâce en fait à une recherche et développement qui a été mise en place en interne par le client, elle va permettre de réduire la consommation d'électricité de 30% du client qui l'aura installé. Donc, c'est une installation en une fois. Une fois qu'on l'a, on a en fait sur l'année une réduction de 30% de consommation d'électricité. Et il y a eu en effet une recherche NR&D pour concevoir cette box-là. Je passe à une autre question. À qui s'adresse le nouveau produit Smartbox? Comment l'utilise-t-on? À tous les clients, il y a plusieurs segments de clients qui peuvent être intéressés. Donc, c'est des clients qui ont aujourd'hui, qui résident en France et qui ont de l'électricité. Donc, a priori, tous les clients peuvent être pertinents. On va se focaliser sur les clients existants de notre client à nous, donc du fournisseur d'électricité, qui va en fait essayer de vendre d'abord sa Smartbox à ses clients. euh, à ses clients. Mais en fait, il y a plein de segments de clients qui peuvent être intéressés par réduire la consommation d'électricité. Ensuite, ça va dépendre évidemment du prix, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va d'abord aborder ses propres clients pour essayer de remplacer en fait la box existante par la Smartbox. Ok. Et quelles sont les charges liées à ce produit? Quelles sont les charges? Ça, on verra. Donc ça, je suppose que ce sont les coûts. On fera un point. C'est une bonne question. C'est peut-être un peu trop prématuré. Je pense que dans les questions clarificatrices, on peut poser la question si on veut, mais je pense que là, vu qu'on a vraiment un cas pricing, dans la structure, on aura évidemment un élément coût pour déterminer le prix. Donc ça, on vous le dira par la suite. Ok. Est-ce que le client souhaite devenir profitable au bout de 2 ans ou juste avoir un break-even? Alors, pour le moment, là, on parle vraiment de profitabilité. A priori, en fait, il ne va pas le vendre à perte ou même. En fait, la R&D qu'il a mise, vous allez voir aussi, donc ça va être des coûts variables. On va les calculer en tant que coûts variables.
Donc, en fait, dès lors qu'il vend un produit, il pourra faire du profit sur une marge réalisée sur chaque box vendue. Mais l'idée, c'est d'être profitable, donc de réaliser déjà un profit au bout de 2 ans. Et l'idée, c'est donc de calculer ce profit-là. Mais on verra comment on va lister tous les coûts qui ont été générés en termes de R&D, etc., par produit vendu. Et j'ai une question qui est revenue souvent sur le chat par rapport à la concurrence. Est-ce que le produit est unique ou est-ce qu'il est présent chez les concurrents aussi? Non, c'est un produit qui est unique, qui n'est pas encore développé chez d'autres concurrents. Et en effet, un des points aussi à aborder en pricing, c'est l'environnement concurrentiel. Donc, on a vu les coûts, on voit l'environnement concurrentiel. Ça, c'est un point important à avoir en tête. C'est une bonne question qu'on pourra ensuite un peu plus élaborer par la suite dans la structure du cas. Je pense que j'ai fait le tour des questions, des grandes thématiques de questions. OK. Oui, parce qu'après, il y a pas mal de questions sur les coûts. Donc, on va les détailler plus tard. Et sur le breveté, oui, c'est breveté et c'est lié au fait que ce soit le seul produit prédisponible sur le marché. Voilà. Bah, merci pour toutes vos questions. Là, je vais vous mettre, je pense que vous avez un peu abordé toutes les questions qu'on avait listées. Donc, comment fonctionne? On a eu les caractéristiques, donc c'est un peu lié à ça. Ensuite, l'objectif. Donc là, c'est bien repréciser l'objectif. Donc, c'est assez flou, hein. Le client ne sait pas encore quel prix, ne sait pas quel niveau de profit. L'idée, c'est vraiment qu'on l'aide à déterminer le meilleur prix pour avoir des clients qui soient intéressés et derrière, faire des profits pertinents. Donc, optimiser l'ensemble. Et donc là, on clarifie l'objectif pour le consommateur, en tout cas le gain pour le consommateur de 30%. Et ensuite, la stratégie pricing aussi. Donc là, on vous a dit que c'était en une fois. Et en effet, en termes de prix aussi, l'idée, c'est de cibler les consommateurs actuels et de faire payer la box en une fois. Donc, lors de l'installation de la box, on fait payer un one-off et le coût ne sera pas, le prix, pardon, ne sera pas impacté par ailleurs dans un abonnement mensuel. Il ne sera impacté qu'au niveau de l'installation. Ça, c'est vraiment une donnée qu'on a du client et c'est comme ça qu'il souhaite l'introduire auprès de ses consommateurs. Donc, sur cette base, une fois qu'on a fait ça, on peut se poser un petit peu pour réfléchir à une structure, en sachant qu'on a donc 2 sous-questions, une question qui est liée au pricing et une question qui est liée à la profitabilité au bout de 2 ans. Donc, je vous laisse aussi réfléchir à ça. Si quelqu'un veut participer à l'oral, c'est encore mieux. Sur la partie structure, n'hésitez pas. Ou alors sur le chat. N'hésitez pas à lever la main pour le faire à l'oral. Je sais que la structure, c'est plus facile de le faire à l'oral qu'à l'écrit. Si quelqu'un... Oui. Et non, alors je réponds juste à la dernière question. Je crois qu'il y a une question qui est apparue. C'est une box qui a été conçue par ce fournisseur d'énergie. C'est un produit donc unique, il n'y a pas d'autres produits similaires. Donc, il faut rester chez ce fournisseur. Et donc, c'est pour ça qu'il va d'abord cibler ses consommateurs actuels pour les convaincre. A priori, ce sera des consommateurs satisfaits qui sont déjà fournis par ce fournisseur. Donc, c'est plus simple de démarrer par les consommateurs actuels qui sont déjà abonnés en soi. Euh, Personne pour la structure. Donc là, ça va être une structure, donc c'est donc en 2 temps, en effet. Mais la première étape, c'est le pricing. Donc la structure, là, ça sera vraiment au niveau du prix. Comment évaluer un bon pricing? Pour n'importe quel cas de pricing, en fait, vous devez avoir un type de structure en tête pour que ce soit plus simple pour vous ensuite d'adapter au mieux cette structure aux besoins du client. Mais vous devez il y a des éléments en fait qui sont évidents à, à proposer en tout cas dans une structure pricing. Je crois qu'on a une proposition, non? Oui, il faudrait estimer dans un premier temps les économies sur la facture d'électricité pour voir le plancher supérieur que les clients seraient prêts à payer. Tout à fait. Euh, Alors, de- ouais. ça, c'est en effet un très bon point, c'est hyper important. En revanche, ce n'est pas une structure encore. C'est pas une structure assez globale. Il manque quelques éléments. Lorsque vous devez aborder la structure, ça, c'est un des éléments importants, en effet, c'est comment arriver au prix.
comment on détermine le prix, donc c'est quoi les options. Mais avant ça, il y a quelques éléments qu'on doit regarder ou en tout cas éclaircir avant d'en arriver à une proposition d'options pour calculer le prix. J'ai une structure en 4 étapes. Valeur et avantage du produit. Calculer la valeur ajoutée après 30% de réduction d'électricité plus volume actuel du client. Deuxième étape, ce qui existe sur le marché, voir ce qui existe sur le marché, d'autres box, des produits de remplacement, si j'ai bien compris. Coût de recherche et développement. Et enfin, stratégie pricing, value-based, cost-based ou competitive-based pricing. Ok, on regarde toutes les réponses et ensuite on. Euh, juste, juste pris à- 3 éléments pour la structure, coût variable unitaire, willingness to pay, valeur ajoutée de notre produit. D'accord. Euh, Ok, et une structure en 3 étapes, analyse de marché, coût, stratégie pricing. ouais, ok. Bon, tout a été dit. En termes juste de structure, je pense qu'il y a eu une proposition où en fait il y avait des éléments qui n'étaient pas complètement exclusifs. Par exemple, si on parle de valeur et d'avantage du produit, et ensuite qu'on le redit dans la stratégie pricing value-based, en fait, la value-based dans la stratégie pricing, ça va être la valeur et l'avantage du produit. Donc, notamment la valeur ajoutée qui est de la réduction de 30% d'électricité. Donc, il faut vraiment être mis ici dans la structure proposée. Donc, c'est bien d'avoir une structure où d'abord, on va évaluer le marché, comprendre en fait le besoin du client, des clients. Est-ce que c'est un produit qui va avoir sa cible? Quand bien même vous avez une réponse, vous avez eu quelques réponses dans les éléments clarificateurs, vous pouvez aussi évidemment le reproposer dans la structure pour mettre ça à plat. La partie concurrence, donc évaluer l'environnement concurrentiel. Concurrentiel, c'est hyper important parce qu'en effet, dans la stratégie pricing, vous auriez la competitive based pricing, mais il faut que vous ayez en tête un peu l'environnement concurrentiel large avant d'aller dans des espèces de chiffres pour comprendre un peu comment évaluer la stratégie. Et ensuite, en fonction de ça, ce qui en découle, ça va être la stratégie pricing que vous voulez avoir. Et là, c'est vraiment se dire quels sont mes coûts variables, quelle est la valeur ajoutée que je vais proposer. L'environnement concurrentiel, en fait, on garde ou pas en fonction de la réponse d'avant qui a été de savoir si c'est un produit unique sur le marché, breveté ou pas. En fonction de ça, on voit si on ajoute cet élément ou pas dans la stratégie pricing. Mais voilà, donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y aura peut-être le risque en fait d'évoquer par exemple les coûts ou la valeur ajoutée avant la stratégie pricing, c'est d'avoir déjà toutes les réponses et de faire même presque son calcul avant de dire OK, quelles sont mes options et comment je réfléchis à mes options. Mais sinon, tout a été abordé, c'est exactement ces points-là que vous voyez ici, donc que je viens de vous dire. Pour en fait qui viennent en fait vous donner en troisième bloc la stratégie pricing à adopter, quelles les options en fait pour déterminer la stratégie pricing. Est-ce qu'on comprend bien donc par exemple là on voit dans les options voilà le prix de la concurrence c'est très différent de l'environnement concurrentiel hein. On ne dit pas la même chose donc ça reste exclusif parce que dans l'environnement concurrentiel on veut comprendre s'il y a d'autres acteurs, il y a d'autres produits similaires, est-ce qu'il y a des produits alternatifs, alors que dans l'option on va vraiment évaluer les prix qui sont pratiqués par les concurrents s'il y en a. Donc on va vraiment évaluer les prix pour ce faire. Si vous avez des questions, je peux arrêter là. Sinon, on va un peu répondre à chacun des blocs. J'ai peut-être une dernière question sur la structure. Est-ce pertinent de parler de cannibalisation pour notre client dans ce cas? Il vend moins d'autres produits analogues s'il vend cette box. Ils vendent moins d'autres produits analogues. En fait, là, l'idée, c'est d'aller chercher. Prenons l'exemple d'un consommateur actuel qui a déjà une box de notre client. Il va remplacer par la nouvelle box. Donc, il va payer les coûts de remplacement parce que la nouvelle box, la smart box, a une valeur ajoutée différente pour lui. Donc, il va être prêt à payer quelque chose. Donc là, il n'y a pas de. Et il va continuer à payer son abonnement mensuel. Donc, il n'y a pas de. Et s'il y a d'autres produits qui sont complémentaires, il pourra toujours les acheter. A priori, c'est encore. Enfin, là, il est fournisseur d'électricité, donc il va fournir l'électricité. Donc, le besoin de fourniture d'électricité sera toujours là et on gardera a priori le client. Et ça sera même une rétention supplémentaire parce que ce sera un client encore plus satisfait qui fera des économies d'argent. Le risque, par contre, c'est en effet le manque à gagner pour le fournisseur d'électricité parce qu'en effet, s'il perd
Si le client gagne 30% d'électricité, c'est que notre fournisseur d'électricité va perdre a priori 30% de revenus. Enfin, en tout cas, de profit, de marge sur cette consommation-là. Mais ce n'est pas une cannibalisation. Et donc, c'est pour ça que là, il faut bien prendre en compte ça dans la stratégie de prix à adopter. Parce qu'il y a plusieurs niveaux pour le fournisseur d'énergie. C'est un gain pour le client, mais donc une perte par définition pour lui. Donc, il n'y a pas de cannibalisation. Il y a une perte potentielle, un manque à gagner, mais qu'il faut inclure dans le pricing. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut répondre en fait à ces différents blocs. Donc, une fois que vous avez proposé la structure, qu'elle est validée par l'intervieweur, vous pouvez vous lancer en disant, bah, en fait, pour voilà, la structure que j'ai proposée, donc j'aimerais démarrer par le marché, par le besoin. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Et donc là, vous pouvez proposer des questions, poser des questions pour pouvoir vous aider à avancer. Et donc, l'idée, c'est que vous soyez vraiment proactif. Et c'est ce que va attendre l'intervieweur. C'est que quelqu'un qui se lance et qui se dise, bah, voilà, je vous ai proposé une structure en 3 points. Abordons le point 1, les besoins, et avec des questions. Et certaines questions vous allez avoir des réponses. D'autres questions, vous allez avoir plutôt des datas à proposer. Donc là, si c'est des datas, des données, l'intervieweur va potentiellement vous proposer que vous réfléchissiez à des données pertinentes pour vous aider à avancer. Donc là, ça va être plutôt une itération d'autres questions qui vont être posées par l'intervieweur. Mais il faut que vraiment vous soyez proactif à ce niveau-là du cas, une fois que vraiment c'est validé la structure, en posant des questions pour que vous avanciez et que vous déterminiez quel bloc va vraiment être pertinent, où est-ce que vous allez pouvoir creuser, où est-ce que vous allez pouvoir demander aussi des données particulières pour avancer et proposer un prix juste. Donc, sur le besoin, la question, là je vous la mets. C'est un peu juste valider le besoin consommateur, comprendre qu'il y a une vraie valeur perçue et qu'il y a une vraie cible. Donc là, on pourrait l'avoir posé en question clarificatrice, mais c'est toujours bien de l'avoir là pour être sûr que le marché cible existe. Et en fait, ce qu'on va vous répondre, c'est que là, en l'occurrence, qu'on a fait, que le client a réalisé une étude sur un panel de consommateurs et que l'étude a été probante et elle a confirmé qu'il y avait un besoin et que des consommateurs seraient intéressés par cette smart box si le prix est intéressant évidemment par rapport à la valeur ajoutée, le gain que ça leur fait gagner sur la durée de vie de la box. Sur la partie concurrentielle de même, je vais moi-même vous proposer ça parce qu'il y a eu pas mal de questions sur les concurrents, sur les produits, etc. Donc, je pense que vous avez à peu près compris ce que vous auriez posé comme question à ce stade. Mais est-ce qu'il y a d'autres box similaires? On leur a déjà répondu. Et a-t-on breveté ce produit? C'est important de demander si ça a été breveté en quelque sorte pour savoir aussi analyser le niveau de risque, en effet, de basculement vers un autre concurrent qui pourrait développer la même chose ou qui pourrait même copier la technologie par la suite. Et donc là, ce qu'on sait, c'est qu'on est un first mover et que la box a été brevetée. Donc, on a une certaine sécurité pendant au moins un certain temps. Est-ce qu'il y a aussi des produits de substitution? Est-ce qu'il y a des produits alternatifs? Ce n'est pas une box exactement similaire, mais c'est une box qui peut ressembler peu ou prou à la box que le concurrent propose. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de produit de substitution qui aurait un impact aussi direct que la smart box. Donc là, ça vous permet en fait de vous dire qu'au niveau concurrentiel, ce n'est pas forcément un sujet, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez creuser parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc le marché est validé, il y a des clients potentiellement intéressés, pas forcément de produits concurrentiels ou en tout cas d'inquiétude à avoir au niveau de la concurrence. Et ce qui va vous permettre en fait de vraiment euh, proposer des options de pricing les plus pertinentes possibles par rapport à tout ce que vous savez jusqu'ici. Donc là, je vous laisse un peu proposer si vous avez des idées sur la partie coût, la partie concurrence, la partie valeur ajoutée, des questions aussi que vous aimeriez poser pour avancer aussi dans la structure. Si on regarde par exemple les coûts, c'est quoi les niveaux de coûts que vous aimeriez regarder? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur les coûts? J'ai une main levée. Vas-y, Paul. Normalement, là, tu peux parler. Si tu actives ton micro. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une question. Imaginez si nous nous trouvons dans une situation de discriminant.
une entreprise qui a le monopole, étant donné que celui qui a ce monopole pour pouvoir fabriquer un produit donné, donc la Smart Box. Maintenant, admettons à côté, il y a son client et que ce client aussi essaie de devenir son concurrent. Quelle sera la situation à ce moment? Il faut pouvoir m'y prendre. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, reposer la question? Je n'ai pas tout compris. Oui, étant donné que si nous nous trouvons dans une situation imminente, quel sera le produit de substitution au cas où le producteur se rendait compte que son principal client est devenu son concurrent sur le marché, étant donné si le produit est fabriqué dans une localité un donné et que dans l'autre localité, le client a cette possibilité de pouvoir brader le prix et il devient directement le concurrent de son fournisseur. Alors là, on prend l'hypothèse que ce sont des clients, des particuliers, hein. Oui, des particuliers. Oui, mais a priori, hein, le client, notre fournisseur, donc les clients des fournisseurs, ce sont des particuliers qui ne vont pas développer la même technologie. C'est encore un autre cas que tu voudrais mettre en place. Donc, si par exemple, on parle d'un client qui développe un produit, enfin un fournisseur qui développe un produit, mais qui vend à des clients B2B qui copieraient le produit. D'accord, je vois. Je En fait, vois. là, on parle de. Donc là, on est dans un cas où on a un fournisseur d'électricité qui fournit à des particuliers l'électricité. Et donc installe une box dans le comptoir électrique pour pouvoir fournir l'électricité. En l'occurrence, il ne peut pas avoir de risque de copie parce qu'un particulier ne va pas développer, va pas mettre beaucoup d'argent pour développer, pour devenir un fournisseur d'électricité. Si tu as un cas où tu as un cas de figure où tu as un risque de produit de substitution sur le marché, par exemple un produit qui peut être un produit alternatif intéressant, bah, c'est évidemment à prendre en compte dans la stratégie prix que tu vas mettre en place, donc dans la partie 3, dans le prix de la concurrence. Tu vas évidemment te dire, bah, en fait, on n'a pas de produits similaires, mais on a des produits de substitution possibles. Et dans ce cas, quel est le pourcentage de clients, aujourd'hui de mes clients, qui risquent d'aller chercher l'autre produit ou pas? Et dans ce cas-là, ça va évidemment dépendre du prix. Si toi, tu n'as pas un prix qui est aligné ou un prix beaucoup trop élevé, pour un besoin similaire et un gain similaire, ton produit, tu ne vas pas réussir à le vendre. Tu ne vas pas être assez compétitif. Donc, c'est plutôt dans la partie prix de la concurrence que toi, tu vas adapter ton pricing pour en fait prendre en compte le prix que les concurrents ont. Donc, tu fais un espèce de benchmark, tu regardes des produits similaires et tu te dis, bah voilà, en moyenne, les produits sont vendus à temps. Et si ce sont des produits qui ont vraiment les mêmes atouts que les tiens. S'ils sont plus intéressants ou moins intéressants, tu regardes un peu le gain, la valeur ajoutée que le tien a par rapport aux autres produits de la concurrence. Mais là, dans notre cas actuel, c'est pas le cas de figure. D'accord, d'accord. J'avais aussi une autre question. Je peux? Ouais, bien sûr. Oui, D'accord. Admettons si on prenait un cas généralisé, nous nous trouvons sur un marché duopole, par exemple. Si aujourd'hui, la Smartbox, donc le producteur d'électricité, a un autre concurrent, est-ce qu'aujourd'hui, si les deux concurrents ont cette possibilité de pouvoir brader les prix et que le commissaire-priseur ne met pas attention par rapport à ce qui se passe sur ce marché, parce que là, il y aura la survenance d'une concurrence imparfaite. Là, maintenant, quelle sera l'attitude à pouvoir entreprendre en ce qui concerne le pricing pour éviter toute concurrence illicite? bah, si j'ai bien compris la question, donc on est dans un contexte de duopole, Oui, deux acteurs sur le marché qui ont le marché. ok, Euh, les exactement. deux se produisent Smartbox, donc avec des gains d'énergie. Oui. Et où est-ce qu'elle est la concurrence illicite? La concurrence illicite, c'est au cas où si, il y a un bradage de prix et que la structure des prix n'est pas Bah, bien contrôlée par le commissaire-priseur qui fixe le prix sur le marché. mais là, il n'y a pas Parce de. que parce que si les prix se faisaient de façon arbitraire et qu'on ne tenait pas compte du consommateur, est-ce que là, il y aura un autre souci en ce qui concerne la modélisation des prix? Bah, ça Il faut dépend du fermer. marché. Si on parle de marchés qui sont régulés, Oui. bah là, il peut y avoir des Et, problèmes, en effet, mais il faut ouais, je regarder parle un peu comment actuellement c'est sur un obligatoire. marché régulé. Ouais.
Donc, si un marché régulé, si en même le duopole peut ne pas être accepté parce qu'en fait, on est sur des lois antitrust, anti-concurrence, où il faut en fait laisser libre cours à toute concurrence, là, on va sur d'autres types de marchés. En l'occurrence, nous, on propose juste une box et on va juste D'accord. fournir une box à un consommateur qui est un fournisseur d'électricité. Donc, en fait, quand bien même on est sur un duopole, dans ce cas-là, c'est le prix de la box. Donc, il va y avoir, enfin, les concurrents. Il faudra juste avoir en tête à chaque fois que l'intérêt que n'importe qui aura, que n'importe quel acteur qui va développer ce genre de box aura, c'est de rentabiliser les coûts qu'il a mis. Tu vois, les coûts de recherche, etc. Donc, il va jamais pouvoir brader en dessous de ses coûts, sauf à vendre à perte. Mais dans ce cas-là, c'est que c'est une entreprise qui ne sera pas pérenne. Et là, en l'occurrence, on parle d'un énorme, de Direct Energy qui est en gros un gros. Si on est dans un duopole, ce serait deux gros qui n'auront pas intérêt à vendre à perte. Et donc là, on va se dire que juste, ils vont vendre à minima au coût variable. Ça, c'est le minimum que tu peux vendre. Si tu vends en dessous de ton coût variable, c'est que tu vends à perte. Et là, c'est en effet, c'est pas normal, même d'un point de vue régulatoire. Donc là, D'accord. c'est les seuls risques, c'est les ventes à perte. Mais en l'occurrence, on se dit qu'on travaille dans un monde, on va supposer le monde où ça, c'est respecté, où en fait, notre client n'a aucun intérêt à vendre à perte et que, en fait, auquel cas, le minimum sera un coût variable. Donc, enfin, permettra d'être rentable dans ces cas-là. D'accord. Merci beaucoup. J'ai quelques propositions par rapport au coût. En général, les réponses qui reviennent, c'est coût R&D, coût fixe, coût variable. D'accord. J'ai une question. Est-ce qu'on peut demander les coûts totaux engendrés ou c'est mieux de demander coup par coup lors d'une étude de cas? Ouais, je pense que lors d'une étude de cas, quand vous n'avez pas encore d'input et que vous en êtes à ce stade, il faut décomposer les coûts. Juste pour que en fait, vous montriez que vous savez de quoi on parle et que vous avez des idées, en tout cas, de bucket pour les coûts. Donc là, vous pouvez dire, bah, moi, j'aurais évalué les coûts si j'étais en fait consultant pour ce client, je regarderais les coûts d'R&D, les coûts de conception, ensuite le coût de production de la box, le coût de la commercialisation de la box. Donc vous allez vous structurer les coûts. Et ensuite, vous verrez ce que votre intervieweur vous propose. Généralement, sur un cas, on essaie de simplifier au maximum. Évidemment, en cas réel, vous allez décomposer l'ensemble des coûts, vous allez réallouer. C'est vous qui allez faire cet exercice-là. Mais là, on n'a pas le temps généralement lors d'un cas, d'un entretien. Donc, vous proposez, vous montrez que vous avez tout en tête. Et ensuite, l'intervieweur va vous simplifier les choses et va juste avoir noté que vous avez tout proposé, que vous avez tout bien décomposé. Donc, il faut le faire comme ça. Pour les coûts, c'est en effet intéressant de regarder les coûts variables et les coûts fixes. Et là, vous allez voir, on a encore plus simplifié. On a en effet pris en compte l'ensemble des coûts et on les a variabilisés, donc on les a réalloués pour avoir en fait une espèce de contribution marginale par box. Et donc, c'est un peu le coût variable par box. C'est ce qu'on a fait pour simplifier vraiment le cas. En réalité, vous allez avoir X millions de coûts R&D qui ont été déployés, etc. Et vous auriez dû réallouer ça. Mais non, ça, là, on l'a fait pour vous dans le contexte du cas actuel. Donc, sur la partie coût, je vais avancer parce que je vois que c'est un peu les questions qui ont été posées sur la partie coût. Donc, on aura décomposé dans la partie d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on avait tous les buckets avec R&D, etc., qui avaient été décomposés. Et là, la question que vous pouvez poser, c'est au regard de l'ensemble de ces coûts décomposés, est-ce que vous pouvez me donner les coûts variables qui correspondent à chacun de ces coûts-là? Et nous, on vous dira qu'en fait, on a sommé l'ensemble de ces coûts et qu'on sait que la contribution marginale par box, c'est 500 euros, qui inclut en fait l'ensemble des coûts. Ça, c'est vraiment pour simplifier le cas qu'on aura fait ça. Sur la partie concurrence, vous pouvez dire qu'en fait, c'est quelque chose que vous ne regarderez pas parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et sur la partie valeur ajoutée, là, pour le coup, c'est hyper important. Vous l'avez déjà plusieurs fois un peu mis en avant, mais c'est vraiment le gain perçu par le client. Combien je suis prêt à payer en plus pour installer cette box qui va me faire gagner par ailleurs de la consommation d'électricité et donc de l'argent. Donc, c'est tout l'objet. Là, on garde les coûts évidemment en tête, 500 euros. Et maintenant, on va essayer de comprendre la valeur ajoutée. Ce qu'on sait a priori, hein, si je reviens à la question qui vient de m'être proposée, c'est qu'on ne va pas vendre en dessous de 500 euros. Sinon, on ne sera jamais rentable. Donc là, vous allez spontanément demander donc, la valeur ajoutée produite par le consommateur. Là, la réponse que va vous donner l'intervieweur normalement sur ce cas, c'est que vous devez essayer d'estimer cette valeur ajoutée. Et donc, pour l'estimer, vous allez demander aussi des informations pour creuser ce point de valeur ajoutée de la box. C'est un peu le point critique, on va dire, de la partie pricing. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble.
c'est qu'on va essayer d'évaluer la valeur ajoutée perçue pour le consommateur en euros, ce qui va nous permettre de fixer un prix de manière le plus juste possible. Est-ce que quelqu'un veut bien proposer un peu une structure pour cette partie-là, pour réaliser en fait les économies d'électricité pour un consommateur donné, pour essayer de calculer la valeur ajoutée ensuite en euros de la box? Et ça va être, si vous vous mettez dans un contexte de cas, c'est interactif encore une fois. Vous proposez une structure, voilà ce que j'aurais regardé, est-ce qu'on a cette information, est-ce qu'on ne l'a pas. C'est vraiment comme ça que vous abordez un cas et que vous posez des questions en fait, sans aucun souci, mais que vous êtes aussi force de proposition et que vous essayez aussi d'avancer, d'avoir des questions et en tout cas des données que vous aimeriez avoir pour pouvoir répondre à cette partie-là du calcul de la valeur ajoutée. Là, sur le chat, j'ai pas une structure complète, j'ai que des fragments structure. Si tu veux, je peux D'accord. te. Combien les clients payent actuellement en moyenne pour leur électricité pour une seule personne? Mhm. Est-ce que la box a une durée de vie? Ok, bah c'est très bien. Je pense que la première question, en effet, c'est de se dire aujourd'hui, c'est quoi, enfin, quelle est la consommation moyenne? Parce qu'on parle de consommation d'abord avant de parler en euros. Combien un client consomme par an d'électricité? Comme ça va nous permettre d'estimer le gain. Donc, ce 30%, ça veut dire quoi en consommation? Et donc, de le convertir ensuite en euros. Et en effet, la durée de vie de la box est hyper important. Et on sait que la durée de vie d'une box, c'est 4 ans. Donc, ensuite, on multipliera par la durée de vie de la box. Parce qu'en effet, il faudra la renouveler au bout de 4 ans. Donc, c'est exactement ce genre de structure. Donc, on revient vraiment à la consommation d'électricité. Donc, on ne mélange pas la consommation et le paiement, en fait, le coût du coup pour le client. Et là, on parle vraiment d'un gain de 30% de consommation d'abord. Donc là, comment on calcule la consommation annuelle Là, vous pouvez poser la question si vous ne savez pas, ce n'est pas du tout un problème. Mais en gros, c'est en mégawattheure qu'on va regarder, c'est les watts, en gros, pour l'électricité. Et donc là, c'est assez simple. On va se regarder sur un an le nombre de mégawatts qui ont été consommés fois le prix par mégawatt. Voilà, je pense que c'est une personne. Voilà, il y a déjà eu cette proposition en plus que quelqu'un a donnée. Et en effet, ensuite, on multipliera par la durée. Et ensuite, on regardera le pourcentage, on déduira enfin, on prendra le gain. Et c'est ça qui va nous permettre d'évaluer la valeur ajoutée sur 4 ans pour notre consommateur. Donc là, c'est des données que vous demandez, hein, et on vous dira que les ménages consomment en moyenne 5 mégawattheures par an et que le prix du kilowattheure est de 0,16 euros. Donc là, sur cette base, vous faites un petit calcul de conversion. Est-ce qu'on a des propositions là Pour l'instant, j'ai pas mais j'ai une question. Est-ce qu'on va devoir faire un market sizing du nombre de consommateurs ou c'est une donnée aussi? C'est un peu prématuré. Là, on est sur la partie pricing. Donc là, on essaie d'estimer le prix d'une box. Donc on peut regarder en fait la consommation d'un ménage. En effet, dans la partie 2 qui sera la profitabilité, on va devoir prendre en compte le nombre de consommateurs à qui on pourra vendre la box. À ce stade, on n'en a pas besoin. On peut avancer, euh, déterminer le coût d'une box. Le résultat est 800 euros par an. C'est C'est ça. ça. C'est ça. C'est ce que je vais faire. Chat. Alors, 800 euros, c'est pour simplifier, on peut. Enfin, c'est pas 800, enfin, 800 euros, c'est le résultat idéal. Mais en réalité, le coût, enfin, on va décomposer ensemble. On est à un petit peu plus de 800 euros normalement. Donc, on va peut-être décomposer. C'est important de décomposer plutôt que donner un chiffre. Si le chiffre n'est pas exact, on va vous demander de montrer votre calcul. Donc là, quand on arrive à ça, vous pouvez calculer les différents, enfin, calculer les différentes étapes pour arriver au prix que vous metteriez en place. Donc, on va le faire. Donc, on sait que c'est 5 mégawatts par an. Vous pouvez faire dans les deux sens. Donc, soit vous faites 5 mégawatts que vous multipliez par 160 euros par mégawatt, ou alors vous dites que 1 mégawatt, 5 mégawatts, en fait, c'est l'équivalent en kilowattheure. Vous faites la conversion, c'est 5000 et vous remultipliez par 0,16. Mais en effet, donc on est à 800 euros pour la consommation annuelle d'un ménage en euros. Et en fait, on multiplie par 4 ans.
et ensuite, on prend 30%. Parce que le gain, en fait, c'est 30%. Donc, 800 euros, c'est la consommation d'un ménage au total. Et ensuite, sur les 800 euros, on économise donc 30%, donc 240 euros. Et ensuite, on multiplie par 4, on arrive à 960 euros. Donc, je ne sais pas si je pense que la personne qui nous avait donné 800 euros parlait peut-être de la consommation pour le coup, et non pas du gain. Mais oui, donc c'était bien 800 euros pour la consommation, 960 euros pour le gain, en prenant bien 30% et en remultipliant par 4 ans de gain. Sur cette base, on sait qu'un consommateur qui installerait cette box gagnerait en électricité 960 euros. Donc, sur ses factures mensuelles, en sommant l'ensemble sur 4 ans, il gagnerait 960 euros. Donc, le prix maximal qu'un consommateur comme ça pourrait émettre, c'est 960 euros. Et là, il serait neutre. Mais du coup, il n'aurait aucun intérêt à le faire. Enfin, il aurait un intérêt, mais bon, c'est juste un intérêt peut-être qu'on pourrait évaluer au niveau qualitatif, un intérêt plus au niveau de RSE. Est-ce que cette box a des intérêts RSE? Mais donc pas d'intérêt financier en tout cas. Donc, nous, ce qu'on peut se dire, c'est que le prix qu'ils pourraient mettre en place, c'est un prix qui est au maximum de 960 euros, mais qui doit être inférieur. Et donc, on peut se dire, pour simplifier, qu'on part sur un prix de 800 euros. Parce qu'il faut qu'il soit supérieur à 500 euros, hein, il ne faut pas oublier les coûts. Donc là, on peut se dire qu'en fait, la marge qu'on veut réaliser, ce soit une marge quand même assez conséquente et que ce soit toujours pertinent pour le consommateur. Donc, ça peut être environ autour de 800 euros. Donc là, c'est à vous vraiment de faire ce calcul, ces étapes, de se dire, voilà, une fois qu'on vous donne cette partie-là de 5 mégawatts par an et que le prix, c'est 0,16 euros par kilowatt-heure, bah là, vous êtes censé pouvoir décomposer les différentes étapes du calcul et arriver à une recommandation qui serait à un prix entre, donc, normalement, 500 et 960. Mais en réalité, si vous réfléchissez un petit peu à la marge que vous voulez faire, vous direz entre 800 et 900 euros et vous laissez ensuite l'intervieweur vous dire, bah, nous, on irait plutôt sur 800 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pour l'instant, je regarde sur le chat. Bon, bah du coup, à ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire un petit résumé pour être sûr que vous avez tout bien pris en compte. Ah, il y a une question? Ouais, une petite question. Pourquoi on prend 800 et pas 700 par exemple? C'est nous qui vous le donnons. C'est arbitraire. C'est arbitraire, oui et non, parce que ça dépendra de la marge. Vous pouvez dire, en fait, 800, vous faites plus de marge que 700. Ce que vous devez vous dire, en fait, c'est que c'est un prix qui doit être entre 500 et 960. Le plus haut, le mieux pour notre client. Plus ça sera haut, moins vous en vendrez aux consommateurs, évidemment. Mais en même temps, vous êtes le seul produit disponible sur le marché. Donc, en fait, quel que soit le prix qui soit en dessous de 960, même 950, le client gagne déjà 10 euros. Après, la question, c'est est-ce que le client est prêt à changer sa box pour gagner 10 euros sur 4 ans? Peut-être pas. Donc là, il faut que ce soit un peu plus intéressant. Donc, on a fixé 800 euros. Et là, c'est ce qu'on fait dans notre résumé, c'est que ça nous permet d'avoir 400 euros de marge, puisque, ça permet au client d'avoir 400 euros, 40% pardon, de marge. Et ça permet en fait, au consommateur de gagner 160 euros sur 4 ans. C'est plutôt ça qu'il faut mettre en place. C'est se dire qu'en fait, le consommateur peut gagner 160 euros sur 4 ans. Et là, c'est pertinent. Évidemment, à 700 euros, il gagnerait 260 euros, donc c'est encore plus pertinent. Mais notre client à nous ferait un peu moins de marge. Donc, ça sera un prix en fait un peu arbitraire. S'il y a une étude consommateur, vous pouvez demander aussi à ce stade, est-ce qu'il y a une étude de prix, d'élasticité prix qui a été réalisée? Est-ce qu'on sait que si le client paye X euros, est-ce que ça va combien de pourcentage de clients on va pouvoir avoir en plus si on passe de 700 à 800? Ça peut être des études que vous pouvez proposer de réaliser qui vont permettre d'ajuster au mieux le prix pour optimiser au mieux les profits. Mais on va simplifier, on va dire que 800 euros, c'est le prix que nous, on aura déterminé, qui a un bon prix, qui permettra d'optimiser au mieux à la fois nos profits et le gain pour le consommateur. Et dans ce sens-là, est-ce qu'on peut lui demander sa target de marque, lui demander au client, plutôt que de faire des études? Demander la cible de marge, c'est ça qui est demandé? Oui, c'est ça, Oui, tout exactement. à fait. C'est en effet, il y a deux façons de faire. En fait, pour déterminer un prix, il y a à la fois au niveau consommateur, la willingness to pay. Donc là, on l'a déterminé, c'est les 960 euros. Ben, a priori, à 800 euros, il est déjà prêt à payer parce qu'il gagne 160 euros. C'est un gain. Et derrière,
évidemment, c'est les marges. Et nous, là, on pourra vous dire 40% de marge, c'est une marge intéressante. C'est pour ça que vous pouvez faire un petit résumé. Si par exemple, on vous dit on a fixé ça le prix à 800 euros, vous pouvez dire en fait, ça représente environ 40% de marge pour notre client. Et donc, supposer que c'est une marge qui est pertinente. Mais vous pouvez aussi poser la question si vous voulez. Comme ça vous aide en fait à fixer un prix qui fasse le plus sens pour notre client. On peut aussi vous dire, le client n'a aucune idée, il veut savoir, il veut que vous lui donniez la marge la plus intéressante pour lui. Parce qu'en fait, la marge va aussi dépendre derrière du nombre de ménages que vous allez réussir à pénétrer si vous avez ce prix-là. Enfin, la marge, le profit final, parce que vous allez devoir multiplier par le nombre de clients qui vont être intéressés. Donc oui, c'est évidemment une question pertinente et ensuite vous verrez ce que la personne va vous dire. Ok. Et donc là, c'est une bonne transition par l'étape 2 qui est le niveau de profitabilité. Parce qu'en effet, on a déterminé une marge avec ce prix un peu pas arbitraire, mais qui a un sens, hein, qui est rationnel, mais qui aurait pu être de 750 aussi. Donc à ce prix-là, à 800 euros, il va falloir faire des hypothèses de pénétration du marché. Et pour pouvoir déterminer, en fait, c'est ce qu'on disait, l'espèce de market sizing qu'on va faire, combien de clients on va pouvoir pénétrer à ce prix-là, et donc quel est le profit que notre client à nous va pouvoir réaliser. Du coup, dites-moi si vous avez des propositions de structure sur la partie profitabilité, comment vous calculeriez cette profitabilité pour notre client. Généralement, pour l'espèce de raisonnement sur ça, c'est vraiment un arbre pour ne rien oublier. Donc, vous partez de, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir mon profit. Un profit, ça se décompose comment? Voilà ensuite comment ça se redécompose. Voilà les infos dont j'ai besoin. Donc, c'est comme ça que si vous êtes face à quelqu'un, le plus simple pour vous, c'est de démarrer par la notion de profit et de vraiment décomposer ce que ça veut dire un profit, comment vous calculez un profit. Et ensuite, petit à petit, vous arrivez un peu à, OK, quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir remonter mon arbre et revenir au profit. J'ai une première proposition. Profit égale revenu moins coût. Market sizing pour estimer les revenus nombre de clients fois 800. Mhm. Et pour les coûts, j'ai pas encore de proposition. Oui, Mais alors dans ce cas, c'est bien, c'est ça, c'est revenu moins coût. Dans le contexte du cas actuel, on a déjà la marge en fait, puisque dans l'exercice précédent, on a, cette information. On sait qu'on fait 300 euros de marge. On vous l'a donné. Puisqu'on vous a dit que le prix qu'on allait fixer était de 800 euros sur la base du pricing qu'on a calculé ensemble, de la valeur ajoutée qu'on a calculée ensemble. On sait que le coût, c'est 500 euros variable, le coût variable. Donc, on sait qu'en fait, on réalise une marge de 300 euros par box. Donc, c'est encore simplifié sur cette partie profit ici. Mais c'est ça, hein. Globalement, normalement, sur un profit, un cas de profitabilité, vous faites revenu moins coût. et, j'ai une deuxième formule un peu plus longue. Nombre de clients direct énergie fois taux de pénétration de la box chez ces clients fois profitabilité sur 2 ans plus nombre de clients additionnels fois profitabilité de la box sur 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc là, ça permet en fait de court-circuiter la partie revenu moins coût. On parle de profitabilité directement, de marge, donc 300 euros. En effet, on va estimer le nombre de clients. Le taux de pénétration, c'est hyper important. Le nombre de clients additionnels acquis via la box. Donc là, j'imagine qu'on parle de clients que nous n'avons pas aujourd'hui, mais que nous aurons demain parce qu'ils veulent la Smart Box et que personne d'autre ne le propose. C'est une bonne idée. En revanche, si on a bien écouté le début du cas, on a pris l'hypothèse, dans ce cas encore pour simplifier, qu'on allait aujourd'hui cibler que les clients qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est un tout nouveau produit, qui a aussi une question de confiance, qu'on ne va pas commencer à faire de stratégie marketing sur des nouveaux clients. Donc, cette partie-là, on va l'éluder pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que dans la réalité, on n'en aura pas. Ça veut juste dire que dans le contexte du cas actuel, on ne les calculera pas. Donc, on va regarder la base client actuelle et uniquement la base client actuelle et les autres pénétrations sur la base client actuelle. Donc, je pense qu'on a un peu tout balayé. En revanche, ce qu'on va juste se dire sur la partie taux pénétration, c'est qu'il va évoluer entre l'année 1 et l'année 2. On se dira que l'année 1, ça sera un peu plus faible et que l'année 2, on va pouvoir avoir un taux un peu plus élevé parce qu'on aura un peu plus fait nos preuves, parce qu'on aura montré que la Smartbox fonctionnait, etc. Donc, on va décomposer en fait 1 an versus 2 ans. Enfin, première année versus deuxième année en tout cas. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi vous proposer proactivement. Il y a des cas où en fait, on va vous dire, pour simplifier, on prendra la même sur 2 ans. D'autres cas, on va vous dire,
en effet, on va considérer que la première année, on a X%, la deuxième année, on aura un pourcentage plus élevé. Il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué qui est hyper important dans la profitabilité. Là, on a parlé de la marge par rapport au coût qui a été fixé et par rapport au taux de pénétration et des clients actuels. Mais il y a un autre élément de la profitabilité dont on a un peu parlé tout à l'heure, mais qui n'a pas encore été évoqué dans ce calcul-là et qui est hyper important. Le break-even point, c'est Oui, oui, ça, on l'aura en fait à la fin, une fois qu'on aura fait toutes ces hypothèses et qu'on aura fait tout ce calcul, vous aurez en fait un montant de profit. Et ça va vous dire, en fait, en fonction des revenus, des coûts fixes qui ont été, de l'investissement en tout cas, vous aurez le nombre d'années avant d'arriver break-even. Là, en l'occurrence, on sera break-even puisque vous verrez que les revenus qu'on aura générés, les profits en tout cas qu'on aura générés, permettront de compenser l'investissement. Parce qu'en fait, le coût variable qu'on vous a donné de 500 euros prend tout en compte et le nombre de clients qu'on va pouvoir pénétrer sur 2 ans va être assez conséquent. Donc oui, ça, c'est un point intéressant, mais qui ne va pas nous permettre… Enfin, c'est encore indépendant du calcul. C'est un peu l'output qu'on va avoir. et la perte de 30% sur les 800 euros annuels. Alors, ce n'est pas sur les 800 euros. Enfin, oui, sur la consommation. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est exactement, c'est le manque à gagner. Donc, ça, c'est le point de vue, pas valeur ajoutée au niveau consommateur, mais le point de vue perte au niveau client. Parce que la contrepartie d'un gain pour le consommateur d'une consommation, d'une baisse de la consommation de 30%, c'est une perte pour notre client à nous. Donc c'est évidemment, c'est exactement ça qu'il va falloir calculer. C'est comme ce qui est sur le chat, combien le client se fait actuellement sans ce produit et combien il se ferait de revenus avec ce produit-là. Exactement. Donc là, il va falloir regarder quelle est la marge qui est réalisée sur l'électricité, cette fois-ci, sur la consommation d'électricité, et à combien de pertes ça correspond du coup, en fonction de la marge et en fonction de la quantité qu'on aura déjà calculée tout à l'heure. Donc c'est ça. Donc il y aura deux éléments du coup pour cette profitabilité. On va d'abord faire année 1 et en fait année 2, c'est pareil, mais on va juste changer les hypothèses. Donc c'est les profits qui sont générés par la vente de la box, donc c'est ce qu'on vient de regarder, et les profits manqués du fait d'une consommation moindre d'électricité. Donc c'est vraiment les deux éléments à prendre en compte. Les profits générés, donc là c'est la marge en euros unitaires par box, fois le nombre de box vendues. Et le nombre de box, ça va dépendre du nombre de ménages de notre client. Donc on va regarder la base client existante, fois le pourcentage de pénétration des ventes de la box sur l'année 1. Et là, on va juste prendre l'hypothèse que le pourcentage va évoluer sur l'année 2. Les profits qui ont été manqués, donc là, c'est le coût d'opportunité, c'est le manque à gagner fois la marge du client sur la consommation d'électricité. Pour le taux de pénétration des ventes sur la box sur l'année 1, ça, c'est vraiment un élément que vous pouvez un peu, vous pouvez faire des propositions. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, c'est un tout nouveau produit. Les ménages qui vont en fait acheter cette box, c'est des ménages qui veulent à la fois optimiser leur consommation, mais qui ont aussi les moyens de financer 800 euros en une fois, parce qu'on avait dit que c'est une installation et qu'il faut payer en une fois. Et donc, ce taux de pénétration, a priori, va être assez faible pour la première année. Donc, vous pouvez vous proposer cette structure et ensuite, l'intervieweur va apprécier en fait que vous soyez proactif et que vous ayez des idées de taux de pénétration. Et là, on va vous dire, en fait, on va vous donner les datas, on va vous dire que le taux de pénétration qu'on va prendre, c'est 1%, que le nombre de foyers aujourd'hui qui sont consommateurs, donc la base, c'est 5 millions, et que la marge du client sur la consommation d'électricité, c'est 10%. C'est sur la partie ici. Marge du client sur la consommation d'électricité, c'est la partie manque à gagner. Donc ça, c'est un peu les 3 inputs que vous allez pouvoir demander. Donc là, il suffit de juste calculer maintenant. Donc en fait, vous sur votre papier, vous pouvez vraiment décomposer votre arbre, mettre tous vos éléments à plat. Comme ça, vous avez un peu tous les éléments. Donc les éléments de base, c'est le 1% ici fois 5 millions. Vous savez en gros que vous vendez 50 000 box sur un an, la première année. Vous savez que la marge par box, c'est 300 euros. Ça, c'est un élément que vous avez déjà. Donc, vous faites 300 euros fois 50 000. Et donc, vous arrivez à des profits générés de 15 millions d'euros pour la vente de la box sur la première année. En contrepartie, vous perdez un peu d'argent. Ce que vous savez, c'est que c'est 960 euros sur 4 ans, en fait, le gain que réalise un client. Vous, en tant que, votre fournisseur d'électricité, votre client, fait une marge de 10% sur cet argent-là, sur ces 960 euros. Donc, il y a un manque à gagner de 48 millions d'euros.
parce que j'ai oublié qu'il fallait aussi multiplier par le nombre de box vendus. Donc, c'est 960 euros fois le nombre de box vendus de 50 000, avec un manque à gagner, une marge de 10%. Et donc, à la fin, des profits manqués de 4,8 millions d'euros. Si vous prenez 10% de 48 millions d'euros. Et donc, vous faites 15 millions moins 4,8 millions. Vous arrivez à 10,2 millions de profits sur l'année 1. Pour la deuxième année, on va juste vous dire que, en fait, et vous pouvez même vous prendre l'hypothèse d'augmentation en fait, de nombre de box vendues. Et là, ce qu'on va se dire, c'est que sur la deuxième année, les hypothèses qu'on va faire, c'est ce qu'on voit en vert, c'est que le nombre de box vendues pourrait augmenter du fait, en fait, d'une meilleure notoriété. Et donc, le taux de pénétration pourrait augmenter de 2%, de 2 points. Et donc, ce qui va générer des ventes additionnelles de 100 000 box. Donc, au lieu d'avoir 1%, vous faites 1% plus 2 points. Donc, vous faites plus 100 000 box vendues, que vous multipliez par 300 euros. Donc 30 millions de profits générés par la vente de la box en deuxième année. Vous faites en contrepartie aussi des pertes. Donc 100 000 box vendues fois 960 euros, ça fait 96 millions de manque à gagner, multiplié par les 10% de marge du client sur la consommation d'électricité, ce qui fait 9,6 millions de profits manqués. Donc 30 millions moins 9,6 millions, vous avez 20,4 millions de profits sur l'année 2. Voilà, donc ça, c'est un calcul décomposé sur 2 ans. Il y a des cas où vous aurez juste un seul calcul sur 2 ans, vous multipliez juste par 2 le nombre de ménages. Si par exemple, on vous avait dit qu'il y avait 5 millions de clients sur une année et que le taux de pénétration, c'est 1%, bah, du coup, n'oubliez pas de multiplier sur 2 ans si par exemple, le taux de pénétration restait le même. Là, la subtilité, c'est qu'il va augmenter un petit peu. Alors, les 100 000, il y a une question? Ouais. D'où viennent les 100 000 de la box vendue? Je pense que c'est pour la deuxième année, c'est ça, C'est l'augmentation. ça. En vert, en fait, c'est tout ce qui est deuxième année. En fait, on va se dire que on parle de, tu fais en fait 5 millions et tu multiplies par 2% le taux de pénétration. L'année 1, on avait dit que c'était 1%, donc on avait 50 000. L'année 2, on dit que c'est 2%. Donc c'est là le calcul de 100 000, c'est ça. Donc c'est le nombre de mes ménages fois le taux de pénétration. Et donc en conclusion, pour la conclusion, c'est un peu toujours similaire. Donc on n'oublie pas les questions qui ont été posées. 1, c'est le prix. 2, c'est la profitabilité. Donc, on a déterminé qu'un prix entre 800 et 900 euros ferait sens. On a fixé le prix à 800 euros. On a fait des calculs sur cette base-là. En sachant que dans tous les cas, quand on lance un nouveau produit qui n'est pas du tout sur le marché, avec une nouvelle base, etc., à moins de faire des études consommateurs, c'est très difficile d'établir une élasticité prix. Donc, le plus simple, c'est de prendre un taux de pénétration assez conservateur et de faire des hypothèses de scénarios sur les taux de conservation, de pénétration, pardon. Donc là, on a pris 1%, ce qui est assez conservateur. Peut-être que ça sera en réalité 5%. Et donc, ce qu'on sait, c'est que grâce à ça, ils réalisent plus de 20 millions d'euros au bout de la deuxième année. Par contre, il faut bien noter les risques. Un, que le 800 euros peut être perçu comme très élevé, notamment si c'est payé en une fois. Donc, on peut proposer un paiement en plusieurs fois. Et donc là, challenger la proposition initiale du client qui était de payer en une seule fois. Deux, que les consommateurs peuvent être aussi sceptiques quant à l'efficacité du produit. C'est un nouveau produit et que les bénéfices vont se voir en effet dès la première année, mais qu'en fait, les 960 euros, c'est sur 4 ans. Donc mettre 800 euros pour gagner 960 euros sur 4 ans, il faut aussi bien mettre ça en perspective. Et en 3, il faut bien regarder les concurrents. Quand même, c'est breveté, on peut un peu essayer de comprendre sur combien d'années. Est-ce qu'il peut y avoir des produits substitutifs alternatifs qui peuvent ne pas un peu bypasser le brevet et qui peuvent aussi être intéressants pour les clients? Donc, bien regarder le marché, donc mettre en place une veille concurrentielle. Et ensuite, proposer une prochaine étape qui est en fait de préparer la stratégie go-to-market si on veut lancer, commercialiser le produit pour atteindre à minima un taux de pénétration de 1% sur la première année. Parce qu'il va falloir faire une stratégie de communication pour commercialiser le produit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, un petit aparté sur cette partie conclusion. On synthétise très vite pour avoir les réponses aux questions qui ont été posées. On ne va pas rebalayer tout le cas.
On va vraiment très, très, très straight to the point à quel est le prix, quelles sont les hypothèses clés que j'ai mises en place, quel est le profit. Et sur cette base, on met en lumière un peu les risques et donc proposer la next step qui est là, la stratégie go-to-market pour bien pallier les risques qu'on a identifiés. Voilà. Merci à tout le monde et à tous ceux qui ont participé aussi. Avant de prendre les dernières questions, je vais juste présenter les packs Trainingio pour ceux qui cherchent un stage. Et comme c'est la période de recrutement, bah, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet. On propose 3 packs qui sont sans engagement. Vous pouvez prendre un mois et résilier. Cela dépendra de votre temps et aussi de votre besoin en préparation. Ces packs-là contiennent 8 cours fondamentaux sur le dossier de candidature, les entretiens et les métiers en conseil. 172 études de cas réelles corrigées qui sont tombées en entretien et qui sont corrigées par des professionnels en poste. 14 fiches sur les principaux secteurs pour améliorer un peu votre business sense. Et 17 fiches sur les cabinets les plus prestigieux et qui recrutent ici à Paris. Et des webinaires et podcasts exclusifs pour avoir des retours d'expérience un peu plus concrets de consultants en poste. Et pour les personnes intéressées par ce format, Thérèse, tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, pour ceux Celle-là? intéressés par les études de cas, bah, on aura un autre épisode le 10 octobre, le mercredi 10 octobre, avec Feriel qui corrigera cette fois-ci un cas profitabilité. Voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas sur le chat, mais je pense qu'on a dépassé l'heure. Ouais. Pour l'instant, j'ai rien. Je pense que c'était clair pour tout le monde. Bah, merci à toi, Feriel, d'avoir Merci à toi aussi. et merci à vous d'avoir participé à cette session. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et Instagram pour avoir les actualités et les prochains épisodes, que ce soit en conseil ou en corporate finance pour ceux intéressés par la corporate finance. Et voilà. Bonne journée à tous et au prochain épisode. Salut, Feriel. Merci, à bientôt.